Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Sacha Houlié. Bonjour. Et merci d'être là. Bienvenue. Vous êtes député de la Vienne, Renaissance. Vous êtes le président de la puissante commission des lois à l'Assemblée nationale. Et on vous présente aussi souvent comme l'aile gauche de la Macronie. On va en parler. Alors après l'attentat islamiste à Paris, on se dirige vers la fin de la garde à vue pour l'assaillant et une mise en examen, bien sûr. Est-ce que vous pensez, Sacha Houlié, qu'en l'état actuel, notre état de droit protège les Français ? Je pense que nous avons pris beaucoup de mesures effectivement pour protéger les Français. Depuis 2017, puisque lorsqu'on est sorti d'état d'urgence sécuritaire, nous avons pris toute une série de dispositions. Que ces dispositions, malheureusement, elles n'ont pas trouvé à s'appliquer pour le terroriste de Grenelle parce qu'il est sorti de prison avant que nous n'adoptions les mesures en 2021, pour une raison simple. En 2020, nous avons tenté de créer une rétention de sûreté. Censurée par le Conseil constitutionnel au mois d'août, le 7 août 2020. Quel a été d'ailleurs l'argument du Conseil constitutionnel pour censurer cela ? Des mesures qui étaient disproportionnées par rapport à l'enjeu. Et donc, il a donné une grille de lecture pour permettre de relégiférer, ce que nous avons fait immédiatement. Nous n'avons pas perdu de temps. Un suivi socio-judiciaire. Un suivi socio-judiciaire qui permet tout de même, pendant 5 ans, après la sortie de prison, d'avoir normalement un suivi étroit de ces personnes-là. Vous reconnaissez la difficulté que nous avons... entre retenir quelqu'un, l'empêcher d'être à l'extérieur et le suivre, il y a quand même un monde. Avec une possibilité d'assignation à résidence, avec une possibilité de le faire pointer au commissariat, avec des mesures qui sont dégradées par rapport à une mesure de sûreté, certainement. Mais avec des mesures qui auraient pu s'appliquer à cette personnalité, à ce terroriste de Grenelle. Sauf que la loi pénale n'est pas rétroactive et que la nouvelle mesure, nous l'avons adoptée en 2021. Mais dire que nous n'avons rien fait, dire que nous sommes restés les mains dans les poches, et je le redis, parce que c'est ce qu'a dit Elisabeth Borne. Un attentat est un échec, nous sommes d'accord. Totalement. Collectif, diriez-vous ? C'est un échec collectif, parce que d'abord, c'est toute la nation qui est touchée. C'est toute la nation qui est touchée. Mais je reprends ce que je voulais vous dire. Dire que nous avions tout raté, que nous sommes restés les bras croisés ou les mains dans les poches. Alors même que ceux qui nous le reprochent, le Rassemblement national notamment, n'ont voté aucun des textes. Aucun des textes. Ni celui de 2020, ni celui de 2021. Les trouvant insuffisants. Ni par ailleurs la loi séparatisme qui permet de fermer tous les lieux de radicalisation, à commencer par les lieux de culte radicalisés. Eh bien, je trouve que c'est un peu fort de café, parce qu'on dit on désarme l'État, on ne permet pas à la majorité de faire son travail, en spéculant sur les échecs futurs, et puis en disant, vous voyez, on vous l'avait bien dit. Mais quand on ne nous permet pas de travailler correctement, c'est facile de nous dire qu'ensuite on a échoué. Vous avez dit fort de café. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même à l'inverse fort de café de dire que c'est la faute au Rassemblement national si on en est arrivé là ? Non, je vous dis que c'est une faute collective. C'est ce qu'a dit un peu hier Elisabeth Borne. Je vous dis que c'est une faute collective, c'est une faute pour la nation. C'est d'ailleurs un drame pour la nation de constater que des attentats terroristes sont encore perpétués sur son sol. Et donc c'est aussi une mobilisation totale, parce qu'il y a des mesures dures, les mesures qu'on vient d'évoquer, et puis il y a les moyens qu'on se donne. Oui, mais Sacha Houlié, quels moyens quand c'est censuré par le Conseil constitutionnel ? Est-ce que vous estimez que vous êtes pieds et poings liés justement par cet état de droit ? Non, parce que je vous dis ensuite qu'après la censure de 2020, nous avons adopté une nouvelle mesure. Ce que je vous dis aussi, c'est que les services de renseignement, moi j'ai présidé l'année dernière la délégation parlementaire au renseignement. Les services de renseignement n'ont, dans notre pays, jamais eu autant de moyens. Et ils ont encore été accrus par la loi de programmation militaire portée par Sébastien Lecornu, qui a ajouté 5 milliards d'euros pour les 5 prochaines années pour nos services de renseignement. Et voyez que depuis 2017, avec un renforcement considérable des effectifs de la DGSI, de leur capacité de suivi, des forces de projection de la DGSI... Tout va bien, pardonnez-moi d'être un peu réductrice. On a l'impression que tout va bien et que tout est mis en place pour protéger les Français. Ce que je dis, c'est que entre 2017 et 2022, on a pu croire que le risque terroriste islamiste en France était derrière nous. On a pu le croire. Qui a pu le croire ? L'opinion, les services de renseignement. Non, on a pu penser que ce risque était en diminution. Il n'est pas en diminution. Il nécessite une mobilisation totale des services. Les services l'ont bien au clair. Les politiques, je crois, à l'Assemblée le savent aussi. En revanche, je pense que tout cela mérite un peu mieux que le pugilat que nous vivons en permanence. Il mérite une mobilisation générale, y compris sur les mesures. Et le ministre de l'Intérieur a proposé de renforcer des mesures qui d'ailleurs sont issues directement. On va en parler. Des mesures de lutte contre le terrorisme, notamment par une mesure individuelle qui serait comme une assignation à résidence, une obligation de soins, donc un développement de ce qu'on appelle les mesures individuelles. L'attentat du père Hamel, il y avait déjà ces assignations, il y avait déjà un bracelet électronique et c'est passé outre. Est-ce que vous pensez, je vous repose la question, vous êtes sûr que l'état de droit actuel, qu'en sortir, ce serait une brèche pour la démocratie ? L'attentat du père Hamel que vous décrivez, on avait aussi peut-être peu ou pas suffisamment de moyens dans les forces de l'ordre, ce que nous avons aussi rétabli, puisque une loi de novembre 2022, là qui a été votée plus largement à l'Assemblée, donc je le reconnais à ceux qui ont bien voulu nous aider, a octroyé des moyens
nettement supplémentaires, la Lopmi, aux policiers, aux gendarmes, aux services de renseignement. C'est un ensemble, c'est un édifice. Et pour le coup, c'est un édifice sur lequel nous ne renoncerons pas. À une question qui lui a été posée ce matin, le président du Sénat, Gérard Larcher, au sujet de Jean-Luc Mélenchon et de son attaque vis-à-vis de notre consoeur Ruth El-Krief, a répondu, et je cite, « Ferme ta gueule ». Voici le message qu'il a à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous avez le même message, du même acabit? Non, le président du Sénat ne devrait pas dire ça. Je pense que face aux outrances de Jean-Luc Mélenchon, il appartient à la classe politique d'être un peu plus responsable et de prendre plus de hauteur. Mais voilà. Qui doit avoir plus de responsabilité? Parce que c'est pas Jean-Luc Mélenchon? Ah non, mais Jean-Luc Mélenchon, il a fait la démonstration totale de son irresponsabilité. Est-ce qu'il faut en réponse se mettre à son niveau et s'élever? Moi, je pense qu'il faut davantage s'élever. Le député Renaissance des Français de l'étranger, c'était justement à l'Assemblée, Stéphane Vojetta a émis l'idée d'un fichier S, Jean-Luc Mélenchon. Et ici même, Sacha Houlié, ça vous fait sourire, mais Carl Olive aussi, de la majorité, a aussi dit la même chose. Il faudrait fichier S, Jean-Luc Mélenchon. Je pense pas qu'il prenez à la... Non, je ne pense pas qu'il fallait le fichier S. En revanche, je l'ai dit à des confrères à vous, je pense qu'il y a une stratégie de la France insoumise aujourd'hui qui est celle d'une ultra-radicalisation des propos, parfois dans une outrance qui peut tomber, y compris sous le coup de la loi. Et lorsque c'est le cas, ça doit être sanctionné de façon totalement dure, enfin, qui n'est pas à négocier sur ce sujet. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est aussi une stratégie pour nous détourner de l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Du soutien d'abord à nos forces de l'ordre, du soutien à toute la politique qui est conduite contre l'islam radical dans notre pays, du soutien finalement à tout ce qui est déployé pour qu'on protège les Français. Et il y a une stratégie qui est faite pour qu'on se détourne de l'essentiel et qu'on commente par les propos de Jean-Luc Mélenchon, l'accessoire. Mais allons plus loin, parce que, par exemple, Sacha Houlié, vous faites un lien entre l'ultra-droite et Marine Le Pen. Vous affirmez qu'il y a une sorte de lien idéologique et que... Bien sûr. Bien sûr, vous dites c'est la vitrine policière de l'ultra-droite. C'est-à-dire que Marine Le Pen a des liens avec une mouvance quand même... Jean-Luc Mélenchon, c'est le meilleur tract pour Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'avec ses outrances, avec sa façon de cannibaliser le débat, c'est comme si on avait une forme de mouletta qui attirait l'attention publique de tout le monde et qui se détournait de tout ce que peuvent être des propos qui ne sont pas davantage acceptables de la part de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. Et Jean-Luc Mélenchon, quelque part, il est l'idiot utile du Rassemblement national. Et vous êtes entre les deux dans le camp de la raison. Ce que je dis, c'est que nous, on s'efforce de faire le mieux que nous pouvons pour protéger les Français, pour nous donner moyens à nos services de renseignement, pour accompagner les forces de police et pour assurer la sécurité du pays. Dire que tout est parfait, je ne m'y risquerai pas, et vous le savez, puisqu'on constate encore des difficultés ou des drames dans notre pays. Est-ce que vous faites un lien entre tous ces sujets et le projet de loi immigration? Hier, aux 20h de TF1, Jordan Bardella a appelé à un sursaut sécuritaire, mais aussi sur la politique migratoire. Est-ce qu'il y a un lien avec le projet de loi immigration entre terrorisme et immigration pour vous? Alors vous le contestez, vous en êtes peut-être même choqué. Le lien entre terrorisme et immigration, non, certainement pas. La question entre la délinquance et des personnes en situation irrégulière dans notre pays, parfois il existe. Il y a certaines statistiques d'ailleurs qui font état d'une délinquance étrangère dans les grandes métropoles. En revanche, le signe égal entre délinquance et immigration, certainement pas. Mais comme on ne veut pas, moi je ne veux pas avoir me cacher le visage. Il y a aujourd'hui 4000 étrangers délinquants en situation irrégulière dans notre pays qui ne sont pas expulsables par le fait de la loi. Et c'est cette loi que nous voulons changer. La double peine, la levée des excuses, les fameuses réserves d'ordre public, ce sont les mesures des articles 9, 10, 13 pour retirer les titres de séjour lorsque nous en avons besoin à ces personnes-ci, pour pouvoir les expulser. Est-ce que je soutiens le ministre de l'Intérieur sur cette question? Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est démené toute la semaine dernière pour faire adopter le projet de loi en commission des lois. Version totalement différente de celle... Pas sur ces éléments essentiels. Pas sur ces éléments, mais sur tout le reste, et parlons-en. C'est le cas pour l'AME, la commission des lois de l'Assemblée que vous présidez, je le rappelle, Sacha Houlié, a totalement rétabli d'abord l'AME, après que le Sénat ait proposé une aide médicale d'urgence. Alors l'AME, je le rappelle, c'est l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière, et vous dites que c'est le socle de la fraternité à la française. Alors parlons-en, parce qu'il y a un rapport qui a été rédigé par un ancien préfet et un spécialiste des questions de l'immigration, c'est Patrick Stefanini, LR, et par Claude Évin, ex-ministre PS. Et ce rapport met en avant des points invraisemblables. Je voudrais vous interroger à ce sujet. Par exemple, est-ce que vous trouvez logique qu'un individu frappé d'une mesure d'éloignement
de notre territoire pour motif d'ordre public, donc c'est grave, et le droit de continuer à bénéficier de l'AME. Est-ce que la moindre des choses, ce ne serait pas de retirer ce droit à nos élus ? C'est d'ailleurs une proposition faite par Claude Évin et Patrick Stefanini que de l'interrompre. Mais par ailleurs, ce rapport, il est commandé par la Première ministre pour faire l'état des lieux. J'entends, mais sur ce point précis, est-ce que vous allez reprendre cette... Sur ce point précis, certainement que nous allons étudier ces mesures et pouvoir les proposer. Mais vous, qu'en pensez-vous, pardonnez-moi ? En revanche, moi, je refuse d'organiser notre sous le coup d'une OQTF et puisse bénéficier quand même de l'AME. Je vous dis que ça n'est pas justifié et que par ailleurs, ça vient d'être dit par les auteurs de ce rapport. Ce que je vous dis aussi, c'est que je refuse d'organiser notre propre impuissance. C'est-à-dire de légiférer dans un texte où ça n'est pas prévu sur l'AME, de s'auto-congratuler parce qu'on a voté quelque chose, en sachant très bien ce qui va devenir à la fin, c'est-à-dire une censure du Conseil constitutionnel. Et ensuite, que diront les politiques de notre pays ? Vous voyez que nous sommes empêchés. Attendez, vous avez dit vous-même, Sacha Houlié, que l'AME, que c'était notre honneur, que c'était vraiment la générosité à la française. Donc je poursuis. Autre point, les droits à l'AME sont accordés aux bénéficiaires, mais aussi à ses enfants mineurs et à ses proches s'ils sont déclarés, je cite, cohabitants avec lui. Bien sûr. Tous les cohabitants donc, bénéficient de l'AME. Jusqu'où va la générosité ? Ce que dit ce rapport, c'est que l'AME n'est pas un facteur d'attractivité pour les étrangers. Pourquoi vous me répondez je vais vous répondre très précisément sur ce point. Je l'ai lu le rapport. Ça, c'est l'aspect général. Mais quand on va plus loin dans le rapport, sur ce point précis, mais vous me laissez juste donner deux éléments. D'abord, que ce n'est pas un élément d'attractivité pour l'étranger dans notre pays, et que c'est une couverture qui protège à la fois les étrangers, mais aussi les Français de toutes les maladies qui pourraient finalement advenir si nous ne prenions pas en charge toutes les personnes qui sont sur notre territoire. En revanche, sur la question des personnes qui sont en situation irrégulière et dangereuse, vous l'avez cité, c'est une proposition de réforme qui a été faite par le rapport Stefanini. Est-ce que ça va être dans la version finale ? Sur la situation des ayants droit que vous avez cité, c'est une des autres propositions du rapport Stefanini que nous pouvons étudier. Est-ce que ça va être dans la version finale ? Non. Pourquoi ? Mais pour une simple et bonne raison, c'est que ce texte ne traitant pas de l'AME, si nous prévoyons des mesures Votre réponse est trop facile. Non, mais si nous prévoyons des mesures spécifiques sur l'AME, nous connaissons le sort de ces mesures à la fin. Et que diront les politiques ? Le gouvernement est impuissant, il est tenu par le Conseil constitutionnel. Ça n'est pas vrai. Je voudrais continuer. Ça n'est pas vrai. Mais par contre, c'est une organisation de sa propre impuissance à laquelle je renonce. Je trouve que c'est important, parce que je rappelle que c'est vous qui avez dit que l'AME, c'est important pour la fraternité. Et je trouve que quand même, faire bénéficier l'AME, vous en êtes d'accord, à quelqu'un qui est un ennemi de la France, parce que frappé par une mesure d'éloignement, c'est de quoi interroger. Mais je l'ai dit que j'avais pas de difficulté pour ça. D'ailleurs, l'AME, dans le rapport, il est dit que ce sont 411 000 bénéficiaires en 2022, et qu'un étranger sur deux qui a le droit n'en bénéficie pas, ou en tout cas ne la demande pas. Ce qui montre qu'on est largement exonéré, en tout cas protégé, des mesures de subversion de l'AME qu'on a décrites, qu'on a présentées par rapport à la version sénatoriale. Le rapport préconise aussi de limiter la liste des pathologies qui sont automatiquement prises en charge par l'AME, exemple pour les actes de kiné ou encore les prothèses auditives et dentaires. Il prévoit également de les enlever. Il prévoit également de faire un bilan de santé complet au départ, à l'arrivée de l'étranger en France, notamment pour qu'on n'engage pas des protocoles qui soient extrêmement lourds, coûteux et longs pour certains étrangers. Toutes ces mesures, toutes ces préconisations... Vous avez l'air de les balayer d'un revers de main. Non, parce que toutes ces mesures, elles sont plutôt intéressantes. Ce que je peux vous dire aussi... Je vais vous dire, je pense qu'elles sont choquantes pour le grand public. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que le même rapport a expliqué en long, en large et en travers que la version sénatoriale était inutile et dangereuse. C'est pas ce que j'ai lu dans le rapport. Mais pourtant, dans la dernière version... C'est pourtant le deuxième chapitre du premier titre du rapport. Alors, à la fin de ce deuxième chapitre, puisque nous l'avons lu aussi, il est dit en fait que la version du Sénat prend en compte les pathologies les plus graves et aussi la prévention de ces maladies. Moi, je vous invite à lire le 1.2 de ce rapport qui explique... on ne va pas s'envoyer les points à la figure, qui explique toutes les difficultés que présentait la version sénatoriale. Un autre exemple précis, puisque vous êtes un lecteur attentif et vous avez travaillé sur ce sujet pour nos auditeurs et téléspectateurs, les demandeurs d'asile... Est-ce que c'est vrai, ont accès, là je parle des demandeurs d'asile, à la protection universelle maladie. Oui. C'est la PUMA. C'est la sécu de base, en fait, pour toute personne qui travaille en France ou réside de manière régulière. Alors pourquoi cette PUMA est-elle légitime pour les demandeurs d'asile au lieu de l'AME ? Et même, ils restent avec la PUMA même s'ils sont déboutés du droit d'asile pendant 6 mois. Justement, ce que propose le rapport, c'est un alignement des régimes entre la PUMA et l'AME. Et pour qu'il n'y ait pas d'abord de rupture et de concurrence entre certains types de protection, parce que précisément c'est une difficulté. Alors, vous allez en tenir compte ? Vous voyez, on va en tenir compte, mais je vais vous dire une chose.
par rapport à ça. Ce qui peut paraître choquant pour nos concitoyens, c'est la difficulté qu'eux ont d'avoir accès à un médecin par rapport aux étrangers. Ce que dit le rapport, c'est que les étrangers ne sont pas privilégiés par rapport à nos concitoyens. Et ça, c'est c'est pas ce que je dis. Là, on a pris des points précis, il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit. Je suis d'accord avec vous, mais ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que nos concitoyens doivent entendre, c'est que nous ne priorisons pas, par rapport à eux, les étrangers en France dans les situations de soins. Et c'est extrêmement important parce que dans l'acceptation de ce type de dispositif, c'est aussi une donnée clé. Bon. Tout ça va se terminer en 49.3 ? Non, moi je souhaite que chacun puisse prendre ses responsabilités. Il y a dans ce texte des mesures qui sont utiles à la fois pour expulser les étrangers délinquants, pour régulariser des situations de travail que tout le monde connaît et sur lesquelles chacun veut se boucher le nez, ou pour accélérer de façon drastique les procédures. Nous avons besoin de ces mesures. Chacun est placé devant sa responsabilité. Mais vous n'aurez pas d'état d'âme, parce que pour l'instant, on va droit au 49.3. Si les gens, à l'Assemblée nationale, si les députés de n'importe quel groupe, y compris les groupes de gauche qui n'ont jamais proposé autant de mesures, notamment l'interdiction des mineurs dans les centres de rétention administrative, où nous plaçons aujourd'hui quasiment exclusivement des délinquants. Si les groupes ne veulent pas prendre leurs responsabilités, alors nous devrons prendre les nôtres. Et ça, moi, je ne l'ai jamais caché. Je n'ai jamais dit que nous ne prendrions pas nos responsabilités. Merci Sacha Houlié. Merci à vous. C'était votre grande interview ce matin sur Europe 1 et CNews. Merci à vous. Merci Sonia.